Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de cette émission hebdomadaire, le Forum des rédactions qui se penche sur les questions d'actualité. Nous avons commencé par faire le bilan de l'année 2024 sans savoir qui avait encore une grosse information d'actualité qui nous attendait pour cette semaine. Vous le savez, il y a eu donc la désignation et la publication officielle des membres du Conseil économique et social, mais aussi la plus grosse information, j'allais dire, c'est bien la nomination des 12 ministres conseillers qui vont donc intervenir dans différents secteurs. Et c'est d'ailleurs sur cette désignation que nous allons nous pencher au cours de cette émission, nomination de 12 ministres conseillers par le chef de l'État. Quels sont les défis qui les attendent? Nos débatteurs vont également donc analyser la configuration de ces 12 conseillers et puis également nous dire à quels défis et ou du moins comment pourront-ils réussir la mission que le chef de l'État leur a confiée. Voilà un peu de quoi sera faite cette émission. Peut-être vers la fin, on aura le temps de prendre leur avis sur la composition du Conseil économique et social. Nous allons donc vous les présenter. Sachez que cette émission est réalisée par Boris Adanjo, alias Dr Boris, et au son, c'est bien Emmanuel Agbodjelou, et assisté, ou du moins à ses côtés, de Gérard Roussa, à la diffusion Martin Toïnse. Modeste dit, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les différentes plateformes et en direct sur YouTube. Merci une fois encore de garder votre position et de partager cette émission. Je vous reviens dans un court instant pour vous présenter le débatteur. Eh bien, à ma droite, Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Morel Agua, bonsoir M. Zogo, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir essayé d'aménager votre temps pour être sur ce plateau. Je confirme, je suis journaliste au quotidien, le matinal, je confirme. Très bien, merci beaucoup. À ma gauche, Hugues Hector Zogo. On ne le présente plus. Bonsoir Hugues. Bonjour Hugues. Bonsoir Maureen. C'est un plaisir de me retrouver une fois encore sur ce plateau pour partager ces quelques moments avec vous. Vous êtes directeur de publication du quotidien L'Indépendant, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes analyste politique, vous êtes, je ne cesserai de le dire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Désormais, c'est connu, les 12 conseillers ont été désignés par le chef de l'État. Il y a encore quelques mois, plus précisément le 8 février 2024, le chef de l'État avait convié la presse à la présidence de la République pour une conférence de presse. Et c'est à cet effet qu'il a donc expliqué plus amplement ce qu'il visait donc à vouloir nommer 12 conseillers ou quelques conseillers ministres. Et quand même, nous avons trouvé que ça a tardé. Nous avions donc réalisé plusieurs émissions pour demander à quand véritablement cette nomination. Ça a eu lieu. On fait un retour sur les explications du chef de l'État avant de revenir dans ce studio pour donner la parole au débatteur. Le premier mandat, et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du Nord. Le pays a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire. La vision est définie par les élus qui exposent à la population ce qu'ils vont faire, comment ils voient les choses, et ceci leur accorde de la confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense de la sécurité, dans le domaine numérique, et parfois ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique. Parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde
où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Et même un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ceux qui n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée, plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux États-Unis n'a pas besoin d'être un expert en matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin, parce que tout est à construire. Là-bas, il y a une structure administrative, une superstructure qui existe, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences, parfois pour arbitrer, parfois pour prendre une décision. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails, à faire des arbitrages même de base. Et c'est pareil, c'est parce que au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il y a des détails que connaît un ministre américain de quelque chose qui ne sait pas de quoi il s'agit. Ça a été fait il y a assez longtemps et c'est devenu acquis, la question se pose. C'est pareil dans le domaine de l'électricité. Quels sont les choix technologiques qu'il faut faire en matière d'énergie? Et parfois, un ministre est amené à arbitrer. S'il n'est pas un expert, il peut se tromper. Donc, nous avons besoin que les politiques qui sont doublées de casquettes techniques ou pas doublées de casquettes techniques puissent conduire l'action gouvernementale des exécutifs avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont pas la chapeau politique. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu quelques frustrations depuis cette demande qui sont en cours, parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui veulent conquérir le pouvoir, ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc quelqu'un met en œuvre une stratégie sans avoir le devoir de résoudre le compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment, où nous avons dit que, au-delà de l'action de certains ministres, même que sont politiques, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision, ou par rapport même à l'avenir. Eux, c'est dire que les ministres soient doublés de personnalité, de même de compétences, mais un chapeau politique. Des gens qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont une vision plus holistique, plus globale, ont une vision, une profondeur plus accrue que celui qui a la tête dans le guidon, pour accompagner, corriger et définir même avec celui-ci. Si vous avez suivi avec nous cet extrait du président de la République qu'il a eu à tenir le 8 février 2024 pour donc justifier pourquoi nommer des ministres conseillers, vous aurez retenu quelques groupes de mots comme compétences non politiques, comme compétences techniques, compétences politiques, chapeau politique. Nous allons donc démarrer le débat proprement dit. Hugues Hector Zoko, Sergino Lokossou, vous avez suivi le chef de l'État. Vous avez également regardé avec attention la configuration des 12 ministres conseillers. Dites-nous d'abord quel regard vous portez donc, quelle analyse vous faites de la configuration des 12 conseillers au regard de ce que vous avez entendu dire par le chef de l'État. Vous me faites la question, c'est ça? Bien sûr, je vous fais la question à vous, Sergino Lokossou. Merci. Je constate, quand vous suivez l'élément témoin, que le chef de l'État n'est pas un adepte de l'hyperprésidentialisme nocif, comme on le constate sous d'autres yeux. Qu'est-ce que ça dit? Il s'est marqué un arrêt pour voir au besoin si ces actions, tirer les grands enseignements de ces actions pour voir si ces actions répondent aux attentes de la population et des partis politiques soutenant ces actions.
Et donc je pense que quand vous le suivez, il a expliqué le bien fondé, l'opportunité d'avoir des ministres conseillers. Je pense que pour un président de la République qui ambitionne de gérer le pays autrement, qui ambitionne de développer les coins et recoins de son pays, il a sa stratégie et il a expliqué. Et vous allez constater que quelque part, il a dit que c'est... il laisse le soin aux partis politiques soutenant ses actions de lui fournir ceux-là qui seront les ministres conseillers. Je pense que quand vous suivez le président de la République, quand vous voyez un peu son mode de fonctionnement, vous vous dites que bon, c'est bon, c'est important d'avoir des ministres conseillers parce qu'il a expliqué que ceux qui sont au fait de l'action de façon quotidienne, qui ont la tête dans le guidon, n'ont pas le recul nécessaire, on va dire, pour jauger par eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il fallait des compétences qui ne sont pas forcément techniques, mais des compétences politiques. Et quand on parle de compétences politiques, c'est pas forcément, il a expliqué, c'est ceux-là qui maîtrisent la dynamique, le fonctionnement de la politique dans le pays. Donc, je donne un exemple à tout hasard. Quand vous prenez par exemple Rachid Balamassi, il a été député. Et il sait comment ça fonctionne dans sa zone où il a été député. C'est un exemple de donner à tout hasard. Pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que le 12 décembre dernier, quand on a annoncé, il y a eu beaucoup de commentaires et d'insinuations sur le fait que le chef de l'État a choisi les ministres conseillers. A contrario, les partis soutenant ces actions attendaient ça depuis. Ils étaient dans l'attente. Quand est-ce que ça sera effectif? Et je me dis, quand vous voyez la composition, je me suis dit qu'effectivement, ce sont les partis qui ont proposé. Quand vous prenez l'honorable Rachid Balamassi, il est du parti Bloc républicain. Quand vous prenez Jacques Ayadi, il est du parti Moël Bénin, c'est lui-même le président du parti. Quand vous prenez l'honorable Claudine Prudencio, elle est la présidente du parti. Et donc je pense que quelque part, ils ont été consultés de proposer des gens et puis ils ont estimé que bon, ils peuvent faire le job, ils peuvent faire l'affaire et ils ont choisi. Au-delà de tout ça, je pense aujourd'hui que quand vous prenez les ministres conseillers dans le fond comme dans la forme, ça n'est pas nouveau d'avoir des conseillers à la présidence de la République. Vous allez me dire que c'est... Mais c'est nouveau d'avoir des ministres conseillers. Oui, des ministres conseillers qui vont pratiquement jouer les mêmes rôles que les conseillers. Parce que quand vous prenez Soukerikou, il y avait des conseillers dans chaque domaine. Quand vous prenez la décentralisation, la sécurité, comme on l'a vu là, il y a des conseillers. C'est vrai que la dénomination a changé, mais sinon, quand vous voyez de près, ça va être les mêmes choses à quelques exceptions près. Et l'autre chose, je me dis, bon, quand vous prenez les personnalités, on a envie de dire, comme ceux qui font des commentaires osés, que c'est un cadeau de Noël qui est venu avant la Noël, le 12. La Noël, c'est pour le 25. On a envie de dire avec ceux-là que c'est un cadeau de Noël, vu la composition de ceux qui sont dedans, vu les enjeux qui sont en cours. Il y a 2026 qui est là. Et le chef de l'État, quand vous l'observez, il sait ce qu'il fait. Il prend de l'avance sur un certain nombre de choses. Et comme l'a dit quelqu'un, 1 plus 1 n'est pas forcément 2 en politique. Et donc, il a compris. Il a eu le choix, on lui a proposé, mais lui-même, il a estimé au vu de ce que lui-même il a dit, enfin tout à l'heure dans l'élément de témoin, il a estimé qu'il fallait choisir ceux-là. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'on aurait, bon, les partis politiques soutenant ces actions où le peuple, on avait voulu, quand on a parlé de ministres conseillers, certains analystes, certains observateurs et lecteurs de l'actualité avaient cru qu'il s'agirait des jeunes, alors que là, il n'y a pas de jeunes, c'est des gens qui sont au fait. Ils ont été députés une fois, ils ont occupé des postes. Ayadi, par exemple, il était directeur des transports terrestres et aériens, mais il est toujours resté dans son domaine. Et quand vous prenez Rachid Balamassi, il a été député, et même sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires osés qui disaient qu'il était au chômage. Et donc, c'est une manière pour le chef de l'État de lui trouver quelque chose qui n'avait pas les compétences. Mais ils ont tout fait de répondre sur les réseaux. Vous allez voir, il est expert en sécurité, il a occupé, enfin à l'Assemblée, il était resté dans la commission de sécurité. En tout cas, il y a pas mal d'écrits sur lui qui montrent qu'il a le profil, il peut faire le job. Donc, en gros, je pense que le chef de l'État, il a dit, il a fait. Je me retourne vers vous, Hugues Hector Zogo, pour le même exercice, bien sûr, que Sergino Lokossou. La configuration, qu'est-ce que ça vous dit et quelle analyse vous y tirez? Moi, je pense quand même que je vais peut-être vous surprendre à travers mes premiers mots. Je pense quand même que le chef de l'État, Patrice Talon, c'est quand même
un président de la République qui anticipe. Et il vient encore de nous démontrer que c'est ce qu'il sait faire le mieux. Vous avez vu, c'est depuis le 9 janvier. Le 8 février. Depuis le 9 janvier Oui. que le décret a été signé. D'accord. Le décret a été signé depuis le 9 janvier. Et donc, c'est pratiquement 12 mois après 12 mois, ouais. qu'on se retrouve avec les différents acteurs qui ont été nommés et donc qui reçoivent mission de pouvoir servir la République à ses côtés, puisque ce sont ses collaborateurs directs. Mais il y a deux articles au niveau du décret qui retiennent le plus mon attention. Lesquels? Il y a l'article 3, je le cite, où on dit « Le ministre conseiller a pour mission de contribuer d'une part à la définition de la politique du gouvernement et d'autre part au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. » Ça, c'est le premier article. Le deuxième article qui a retenu mon attention, c'est l'article 7 de ce décret-là. Je cite « Les autorités politico-administratives, les directeurs départementaux des secteurs concernés ainsi que les préfets de département sont chargés de faciliter aux ministres conseillers l'accomplissement de leur mission sur le terrain. » De quel terrain parlons-nous si ce n'est pas le terrain politique? Et quand on sait qu'on se retrouve pratiquement à la veille des élections de 2026, pourquoi Patrice Talon a pu anticiper et vouloir de ministres conseillers à ses côtés, alors qu'il y a des partis politiques de la mouvance qui soutiennent déjà ses actions? Pour moi, a priori, c'est qu'il a compris que les partis politiques qu'il a aujourd'hui ne suffisent plus pour lui permettre de gagner les élections de 2026. Ou soit que les partis politiques n'arrivent pas à mettre en place l'arsenal nécessaire pour parvenir à convaincre les populations de tout ce qu'il a pu réaliser depuis son élection à la tête de notre pays le 6 avril 2016. Et donc, par conséquent, il faut forcément faire appel à de la compétence. Lui-même, il a insisté là-dessus. Il faut faire appel à de la compétence. Pour lui, c'est de la compétence qu'il est question. Ce n'est pas ici la compétence d'un cadre technique, mais la compétence d'un cadre politique. C'est pour ça que je me dis parfois, nous n'arrivons pas à suivre le chef de l'État. Tout ce qu'il est en train de faire, ou bien tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, il avait déjà dit. Il y a eu le décret qui a été pris, et une semaine après la signature du décret, il a rencontré les hommes des médias pour dire « voici ce que j'ai l'intention de faire ». Intervalle de 3 mois, tout le monde s'attendait à connaître donc le visage de ces personnalités-là qui vont assumer cette fonction de conseiller ministre de la République. On n'en a pas eu. Le premier semestre est passé. On a eu 9 mois, silence plateau, et au point où le débat a commencé par se faire sur les chaînes de télévision, au niveau des organes de presse écrites, dans les colonnes, vous lisez plusieurs analystes qui se disent « mais à quand la nomination des ministres conseillers de la République ?» Ça voudrait dire que ce dont le chef de l'État avait parlé, ça a suscité intérêt. Au point où on se disait, mais qui seront ces figures-là qui vont pouvoir l'accompagner donc à réussir le tournant 2025-2026? Venons-en alors, puisque vous parlez de figures, à l'analyse de la configuration. Aujourd'hui, il nous permet de connaître ces figures-là. Oui. Je vais m'intéresser à 2 figures fondamentales. Lesquelles? Je vais m'intéresser à la figure d'un homme et d'une femme. Je commence par Rachidi Gbadamati, ancien député à l'Assemblée nationale. Il est parti aux élections sur la liste du bloc républicain. Il a été même hué dans l'un des marchés de Parakou, au moment où il se retrouvait en pleine période de campagne électorale. Au lendemain, donc, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu.
Et puis, tout le monde s'est dit, bon voilà, Badamassi, c'est fini. C'est fini. Il est terminé. Mais il n'a pas baissé les bras. Mais il n'a pas baissé les bras. Quand vous suivez, pendant toute la période d'après le résultat des élections législatives qui a permis d'avoir la mandature actuelle qui est en cours, vous constatez que Badamassi, il a été toujours là pour répondre à toutes les figures qui ont tenté de dépeindre la politique du gouvernement et donc la politique du chef de l'État, Patrice Talon. C'est bien dit. Quand vous vous retrouvez avec un acteur du genre qui ne préfère pas garder le calme, le silence, au moment où d'autres sont mieux positionnés au niveau des partis politiques et auraient pu faire le même exercice, naturellement, vous vous dites, si je lui confie plus de responsabilités, il parviendra sans aucun doute à mieux assumer la fonction. Très bien. Et donc, pour moi, le fait aujourd'hui pour le chef de l'État de renouveler sa confiance en la personnalité de l'ancien député à l'Assemblée nationale, Rachidi Badamassi, pour beaucoup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il connaît sur le plan de la défense nationale? Bon, le souvenir que moi je garde de lui, c'est cette visite qu'il a eu à effectuer sur le champ de bataille avec un gilet pare-balles devant un char et tout. Bon. Bien évidemment, il a fait son master en défense nationale, en stratégie de défense nationale. Et donc, c'est à Sorbonne ou bien où? Mais c'est quelqu'un qui l'a étudié. Ah, où il a fait ça? Au niveau de notre chaire, la chaire UNESCO. À l'université. Voilà, c'est un expert en politique aussi. Et donc, c'est pour vous dire que parfois, les réseaux sociaux peuvent nous emballer. Et on n'arrive pas à mieux maîtriser le parcours des personnalités. La personne, au départ, peut se retrouver sans effectivement avoir fait un certain nombre de diplômes avant de se retrouver en politique. Mais quand vous faites très attention, pour la plupart des acteurs politiques que nous avons, dès qu'ils se retrouvent en politique et qu'ils savent qu'ils ont l'intention d'aller loin, ils commencent par faire des études auxquelles le citoyen lambda ne s'y attend pas. Et peut-être il ne vulgarise pas. Voilà. Et donc, lui, il connaît sa finalité. Il se dit, bon, dans tel nombre d'années, je pourrais me retrouver au regard donc là, vous le voyez à la place qu'il faut. Mais il est à la place qu'il faut. Venons-en à votre deuxième personnalité. La deuxième personnalité, puisque j'ai dit je m'intéresse à un homme et à une femme, je vais m'intéresser à l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, qui aussi s'est retrouvée dans, je vais dire, dans un environnement critique à un moment donné. Parce que, d'abord, elle ne s'est pas alliée comme tous les autres acteurs. Quand je prends, par exemple, le parti du renouveau démocratique, le PRD, de maître Adrien Rumboyi, vous aviez vu un grand parti politique connu au lendemain de la conférence des forces vives de la nation. Une force politique au Bénin. Une très grande force désormais, politique qui a disparu. Oui. Qui a disparu. Mais on a gardé quand même le renouveau. On a certes gardé le renouveau. Et on a gardé le baobab. C'est ça ou bien l'arc-en-ciel? On a gardé l'arc-en-ciel sur le baobab, je voulais dire. On a certes gardé le renouveau, mais plus jamais vous n'entendrez parler du parti PRD au Bénin. C'est fini. Cette page-là, elle est définitivement tournée, fermée. Oui. Mais avant qu'on en arrive là, mesurer un peu donc tout ce qu'il y a eu comme pression. Et donc, quand je prends Mme Claudine Prudencio, on ne va quand même pas se permettre de dire qu'elle n'a pas aussi subi cette pression-là. Mais elle est restée quand même jusqu'au boutiste. Elle est restée... Quand elle est partie, elle est ressortie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a eu fusion.
Et après, ça ne répondait pas à ses aspirations. Elle a quitté. Et il y a eu scission. Vous pensez que plusieurs acteurs politiques de notre pays auraient eu ce courage-là? Mais je ne dis pas le contraire. Bon, donc c'est pour vous dire... C'est pour vous rappeler que c'est une étape qu'il faut rappeler ici. Et évidemment, c'est pour vous dire que cette dame a démontré qu'elle a du cran en politique, qu'elle a de la conviction, qu'elle a quelque chose à vendre. Elle a une matière à vendre. Elle n'est pas... à la limite, comme certains concitoyens politiciens, béni oui, comme on dit. Et vous savez que le chef de l'État, d'ailleurs, lui-même, il n'aime pas que les soumis. Il veut avoir des personnes insoumises capables de réfléchir et de lui permettre... Et de servir de baromètre, pourquoi pas? Évidemment, puisque c'est de ça que lui a besoin. Lui-même, il sait déjà qu'il a une tête très bien faite. Et par conséquent, s'il ne s'entoure pas de personnalités pouvant lui permettre de réfléchir davantage pour savoir quelle stratégie mettre en place pour non seulement réussir son mandat, mais voir comment réussir l'après son mandat, ça lui poserait problème. Parce qu'on est ici en politique. Et donc, par conséquent, le fait qu'on ait eu une femme de ce genre-là, une femme d'audace, qui a pu tenir tête à cet environnement politique, pour beaucoup, certains se permettaient même de dire que c'était déjà le désamour entre Patrice Talon et l'honorable... Ils se sont trompés. Claudine Afiavi-Prudencio. Ils se sont trompés. Beaucoup se sont permis de le dire. Et mieux, n'oubliez pas qu'elle a été remerciée à un moment donné, quand elle se retrouvait en tant que présidente de l'Institut national de la femme, où la personne qui se retrouvait dans la posture de secrétaire exécutive, c'est cette personne-là qui est venue lui prendre la présidence de cet institut. Donc, quand vous regardez tout ça de loin, vous vous dites forcément qu'il y a un malaise. Mais il ne peut pas avoir malaise et on va confier un poste aussi stratégique de ministre conseiller de la République à cette personne-là. Ça voudrait dire que le chef de l'État savait pertinemment ce qu'il faisait. Il savait où il allait. Il savait où il allait. Bien sûr. Parce que si cette dame-là restait, par exemple, au niveau de la tête de l'Institut national de la femme et du jour au lendemain, on lui faisait appel pour la nommer ministre conseiller, on ne verrait forcément pas de quoi serait-elle capable. Vous avez vu, il y a eu plusieurs sujets d'intérêt national. Même quand elle a fini de se retrouver à la tête de l'Institut national de la femme, elle se prononçait sur presque toutes les semaines sur les sujets d'actualité. Exactement. On a senti, la question sensible même. On a senti davantage son activisme. Tout à fait. Donc, pour le chef de l'État, il avait besoin de ce genre de personnalité-là pour lui permettre donc d'accomplir la mission qui, en réalité, n'est autre que de se retrouver sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau du décret, l'article 7 l'a précisé. L'article 7 demande à ce que les préfets de nos départements, que les autorités politico-administratives puissent faciliter la tâche, vous l'avez dit. La mission à ces personnes sur le terrain. Voilà. Vous avez parlé du terrain politique. On est sur le terrain politique. Cette personnalité-là vont se retrouver désormais à mieux parler de tout ce que le président Patrice Talon a pu faire depuis qu'il a été élu jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et sans doute, ces personnalités parleront aussi de ce qui éventuellement pourrait se faire à l'issue de la fin du mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Très bien, vous avez préféré vous attarder sur deux personnalités, comme Sergino Lokossou également, qui s'est attardé sur deux chefs de partis politiques. Sergino Lokossou, je me retourne vers vous, si vous me le permettez, Hugues Zogo. Sergino Lokossou, qu'est-ce que ces ministres conseillers vont maintenant apporter au régime en place à un an à partir de maintenant jusqu'aux élections de 2026. Quand vous suivez le chef de l'État, il a dit que cette réforme de ministre conseiller vise à mettre l'action politique au cœur de l'action technique. C'est ce qu'ils vont faire. Et il a rappelé, Hugues Zogo, l'article, je parle là. Et quelle image vous faites de comment ça va se faire?
L'image, c'est... Est-ce que ça veut dire que chaque semaine, on aura des descentes sur le terrain, on aura des vuvuzelas comment ça va se faire? Ce n'est pas une campagne électorale. Ce n'est pas une campagne électorale. Je pense que c'est vrai qu'on a parlé de politique, mais il y a quand même il y aura de la technicité dans cette façon de faire. Donc, je pense que non, je ne crois pas. Et vous allez voir, le chef de l'État n'est pas dans le culte de la personnalité. Et il a interdit ça depuis 2017, je crois, où les gens avaient mis des posters géants à l'effigie de son nom sur les carrefours stratégiques et un peu partout. Il a dit, niet, il ne veut pas voir ça. Et rapidement, un communiqué a été sorti pour barrer tout ça. Je pense que ça ne va pas se faire ainsi. Ce n'est pas une élection, enfin, ce n'est pas une campagne électorale où on verra Rachid Bamassi dans le Nord en train de crier. Mais il ne va pas manquer de le faire. Non, il va le faire, mais pas... c'est pas une... Personne ne l'avait envoyé à la frontière du Niger, pourtant il était là-bas. Hein. Écoutez, il était là-bas, vous l'avez vu, la foule le suivre et puis... Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Ne sortons pas les choses. C'est maintenant qu'il a l'onction de chef de l'État pour mieux faire ses actions. Ça va suivre une logique. Il y a l'article qui a, enfin, le décret a précisé un certain nombre de choses. C'est pas dit, bon, tu es ministre conseiller là et tu sors tous les jours et tu vas rassembler la foule pour dire non, c'est pas ça. C'est pas une campagne électorale. Je pense que ça va être fait. Le chef de l'État... Avec la manière. Avec la manière. Le chef de l'État sûrement va les rencontrer pour les missionner. Pour leur dire ce qu'ils doivent faire, chacun dans sa sphère de compétences. Je pense que, comme il a dit, il veut mettre cette fois-ci l'action politique au cœur de l'action technique. Et je pense que même si ce n'est pas nouveau, le fait d'avoir des conseillers, cette fois-ci, c'est nouveau. Et on estime que véritablement quelque chose va se faire. Parce que, vous l'avez rappelé, à moins d'un an à moins de 2 ans de la fin de son dernier mandat constitutionnel, on se demande, on se pose des questions. Il y a quand même beaucoup d'insinuations qui voudraient comprendre le bien fondé. Il a expliqué lui-même. Et je pense que les personnalités qui ont été choisies, ce sont des figures de proue des partis politiques, notamment, enfin, tous ceux-là que vous connaissez, enfin, tous ceux qu'on a listés. Et au-delà de ça, moi, je pense que le chef de l'État n'a pas choisi des figures vraiment qu'on ne connaissait pas. Sorti de nulle part. Sorti de nulle part, non. On connaissait déjà tout le monde. Nous, enfin, dans l'opinion, vous allez voir, beaucoup attendaient à voir des jeunes accompagner les ministres, mais le chef d'État, il a fait son choix. Il a choisi des personnalités que nous connaissons déjà. C'est sûr que, comme il a dit, la visée sera purement politique. C'est-à-dire aller peut-être expliquer aux populations le bien fondé de telle réforme, permettre à ces ministres conseillers d'accompagner le ministre même, qui est un technicien, qui n'est pas forcément un acteur politique, qui ne maîtrise pas forcément la dynamique politique au Bénin. Et donc, ces ministres conseillers, et je pense qu'il y a quand même des têtes dedans qui sont des experts en politique, enfin, qui connaissent la matière politique. Quand je prends Jacques Ayadi, par exemple, président de parti politique, tout ce que son parti fait au Bénin, la promotion du consommation local. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise, enfin, du moins, le fonctionnement de la politique, qui connaît un peu comment il faut aller vers les populations, pas forcément aller mentir, mais aller avec de grands projets. Et quand vous suivez, récemment, il a lancé un ensemble de projets à l'endroit des populations, des jeunes. Il connaît le langage de la jeunesse. Quand vous prenez la présidente, l'ex-présidente de l'INF, Madame Afia Claudine Prudencio, elle connaît également le langage des femmes. Pour avoir été présidente de l'Institut national de la femme et pour avoir été toujours cette femme-là qui va au contact des populations, elle connaît un peu ce que veulent les populations, elle connaît un peu ce que veulent les femmes aujourd'hui. On parle aujourd'hui des violences basées sur le genre. Elle a son mot à dire en ce qui concerne ça, au-delà des compétences, au-delà de ce qu'on peut, ce pour lequel le chef d'État les a missionnés, politiquement parlant. Je pense que ces personnalités, Rachid Bamassi, Jacques Ayadi, Claudine Prudencio et les autres également. Je vois d'autres noms dont vous n'avez pas parlé, comme Sedami. Oui, Madame justement, elle est également acteur politique. Elle-même, elle ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Justement, en tant que docteur, elle-même, elle connaît un peu le fonctionnement, elle connaît un peu ce dont a besoin aujourd'hui l'enseignement supérieur. Elle peut accompagner la ministre de l'enseignement supérieur à mieux mettre en place les réformes du chef de l'État qui voudrait que l'enseignement
l'enseignement soit un enseignement de qualité aujourd'hui. Je pense en gros que c'est vrai que quand une décision sort comme ça, il y a des avis divergents. Les opposants estiment que c'est un avis d'échec du chef de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui n'a pas été promue, selon moi. Pourquoi le chef de l'État l'a fait, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, quand vous voyez aujourd'hui le fonctionnement de la jeunesse, surtout la jeunesse au sein de la mouvance présidentielle, osons le dire, c'est sur qui le chef de l'État, il y a certains sur il y a certains sur qui le chef de l'État a placé leur confiance qui ont déçu. Je ne veux plus rappeler des dossiers qui sont pendant devant les juridictions, mais dans l'ensemble, vous allez voir que les jeunes n'ont pas quand même donné des gages d'assurance au chef de l'État. Non, certains ont le vent en poupe, mais ils n'ont pas donné de gages d'assurance au chef de l'État. Est-ce qu'au sein des formations politiques, quelque chose se fait pour que cette jeunesse que nous avons aujourd'hui fasse le job, à qui on a donné des chances? Parce que si je me dis, quand on nomme un jeune à un poste, on lui donne sa chance, c'est à lui de prouver qu'il mérite ce qu'on lui a donné. Et la plupart des jeunes, enfin certains, qui ont été nommés à des postes stratégiques par le chef de l'État, ils sont plus à leur poste. Certains sont déjà à la prison. Pourquoi? Moi, je suis allé jusqu'à me demander où a-t-on mis ce critère d'enquête de moralité qui devait présider à la nomination des cadres. C'est vrai que quand ça arrive comme ça, on les arrête. Quand on constate qu'il y a des défaillances, on les arrête. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que les jeunes doivent montrer qu'ils sont capables de faire la politique. Et moi, je pense aujourd'hui, on va beau crier, c'est des figures de proue, c'est des anciens qu'on connaissait. Il n'y a pas. Est-ce que la jeunesse donne de confiance? Est-ce qu'il y a de confiance au niveau de la jeunesse? Mais je sais qu'il y a une jeunesse au sein des partis politiques, de tous les partis politiques en général, et des partis politiques soutenant l'action du chef d'État. Il y a des jeunes compétents et qui attendaient depuis 2016, qui n'ont rien eu. Et le chef d'État l'a dit dans l'élément qui est passé tout à l'heure, qui sait qu'il y a des frustrations au sein des partis. Et donc, il ne peut pas donner satisfaction à toutes ces frustrations. Et on n'est pas forcément dans un parti politique pour avoir un poste. On est dans un parti politique quand on a un idéal, quand l'idéal du parti, vous adhérez à l'idéal du parti, vous adhérez à tout ce qui est fait. Et chacun dans sa sphère de compétences, nommé ou pas, a son rôle à jouer. Hector Zougou, ministre conseiller aux affaires économiques, ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, ministre conseiller à la santé. Est-ce qu'il ne s'agira pas pour ces ministres d'aller vers les populations et dans chaque secteur pouvoir leur expliquer d'où nous venons et ce qui a été fait jusque-là? Mais c'est ce qui aurait été l'idéal. Si ça ne se faisait pas, ça aurait été une erreur stratégique, ça aurait été une erreur grave. Moi, personnellement, j'ai toujours souhaité qu'on arrive à faire ce bilan-là. Non pas parce que je suis un acteur politique, mais parce que je suis un citoyen qui veut qu'on rétablisse ce qu'on appelle la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous puissions reconnaître ceux qui ont été les vrais acteurs de développement de notre pays. Vous prenez les États-Unis d'Amérique, ils vous feront l'histoire. Ils vous diront les grands hommes qui sont parvenus à un moment donné à permettre à leur État de connaître un bond sur tel ou tel secteur. Pourquoi chez nous, ça ne se fait pas? Pourquoi il y a cette crainte de toujours de penser que dire la vérité, féliciter celui qui a réussi, signifie systématiquement qu'on est d'accord avec tout ce que la personne a pu développer comme stratégie politique au cours de son mandat. Moi, je suis fier de Patrice Talon en tant que citoyen béninois, parce qu'il est arrivé à restaurer, par exemple, ce qu'on appelle l'autorité d'État. C'est dans ce même pays, que j'ai vu des concitoyens à moi s'allier avec leur maillot jaune au niveau du palais de la République pour aller chercher ce qu'on appelle des billets de banque. Est-ce que ça... C'était où ça? Mais ça s'est passé sous le règne du président Boni Yayi. Qui leur a distribué l'argent? Mais je vous dis, c'est sous le règne du président de la République, Boni Yayi. L'argent appartenait à qui? L'argent
du citoyen béninois. Et pourtant, ça a été distribué, les images existent. Écoutez, on ne va pas condamner Boni Yayi. Non, en fait, c'est pas une question de perdre de l'argent ou pas. C'est pas une question de... Je me dis, on ne va pas faire le procès de Boni Yayi sur le plateau. Moi, je ne fais pas. Non, il a fait ce qu'il pouvait. Non, écoutez, il a fait ce qu'il pouvait. Moi, je ne défends pas Boni Yayi, mais je dis que on ne peut pas prendre deux présidents de la République et ils auront les mêmes façons de fonctionner. Ça, c'est impossible. Quand vous prenez Mathieu Kérékou n'a pas eu les mêmes façons de fonctionner qu'avec le président Nicéphore Soglo, par exemple. Et je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, s'il le fait, c'est qu'il a choisi de fonctionner comme ça. Il pouvait choisir de fonctionner comme Boni Yayi. Mais il a dit, non, il ne va pas fonctionner de cette façon. Moi, je pense qu'on peut quand même recentrer le débat et rester avec les ministres conseillers et ne pas faire le procès du président Boni Yayi. Moi, je pense que Boni Yayi a fait ce qu'il pouvait. Moi, ce que je voudrais dire, je sais que les ministres conseillers ont été nommés, ce sont des figures de proue et je crois aujourd'hui que c'est vrai qu'on n'a pas confiance à la jeunesse, mais il faut s'intéresser par exemple à ce que on ne donne pas aux jeunes leur chance. Les partis politiques... On va y arriver. On va laisser Guelton Zougou aller au bout de ses idées. Oui, je ne refuse pas. Certainement, vous voyez, le temps avance. Mais je voudrais enfin, je ne défends pas Boni Yayi, mais je voudrais que nous puissions... Vous pensez un instant qu'en tant que citoyen béninois, je n'aurais pas eu la fierté d'avoir... Mais vous n'étiez pas dans le pays? Et pourquoi vous n'avez pas déploré cela? Vous ne savez pas combien de fois j'ai manifesté mon ras-le-bol. Vous voyez l'état dans lequel je me retrouve, là, à en parler. Ça voudrait dire que... C'est du passé. C'est du passé, mais je continue d'en faire les frais. Même sous le président Patrice Talon, il y a des choses qui sont là, qui ne datent pas. Et ça fait mal. Mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser aller au bout de mes idées? Quand vous prenez par exemple... Écoutez, quand vous prenez... Je ne défends pas Boni Yayi. Quand vous prenez par exemple les bavures policières, c'est là, c'est encore là, c'est pas loin. Mais ça continue de faire mal aux parents des victimes. Oui, si on doit revenir sur des situations, que ce soit sous Boni Yayi, sous Patrice Talon, qui font mal au cœur, on va citer beaucoup de situations. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est pas... Oui, je ne sais pas Boni Yayi, mais il y a des situations, que ce soit sous Boni Yayi ou sous Patrice Talon, le temps avance très vite. Allez-y, il y a des situations qui font mal. Il y a des situations qui font mal. Mais demandez à mon vis-à-vis de me permettre d'aller au bout de mes idées. Non, moi, c'est ma question est que, est-ce que les ministres conseillers, leur objectif sera donc d'aller vers les populations. Et dans chaque secteur qui leur a été confié, ils pourront donc expliquer aux populations ce qui a été réalisé jusque-là, ce qui reste à faire et les perspectives. Vous savez qu'au Bénin, nous avons une direction consacrée tout entière aux archives nationales. Pourquoi nous parlons des archives nationales dans une république? C'est pour pouvoir connaître ce qui s'est passé dans le passé, savoir ce qui se passe, et pouvoir comparer. Pourquoi ça gêne aujourd'hui que l'on puisse parler des dérives qui se sont passées sous Boni Yayi? Moi, ça ne me gêne pas. Bon, alors laissez-moi faire quand même. Moi, ça ne me gêne pas. Alors laissez-moi. Les dérives sont pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez discuter sur ce sujet alors qu'il s'agit des ministres conseillers. Est-ce qu'on peut aller vraiment vers les ministres conseillers? Les ministres conseillers, c'est ce que je vous dis. Quel soit le point de dérive, on va en trouver. Les ministres conseillers aujourd'hui, comme je le disais, ont la mission de pouvoir expliquer aux populations ce qui se faisait de moins bon et ce qui a été fait de bon aujourd'hui sous Patrice Talon. C'est la mission qu'ils ont reçue. C'est une mission politique. Est-ce qu'au regard de la configuration, ils pourront relever ce défi? Pourquoi ne vont-ils pas relever ce défi? Puisque j'ai entendu dire beaucoup de choses sur les plateformes numériques où on se permet de dire oui, Patrice Talon n'a pas nommé des jeunes. Quand je prends le docteur Sedabi Médégan, n'est-elle pas jeune? Qui appelons-nous en fait jeunes? Qui appelons-nous jeunes? Les jeunes, c'est-à-dire des figures qui n'ont jamais occupé des postes de responsabilité. Si c'est le cas, en réalité, le poste de ministre conseiller, ce n'est pas un poste à confier à quelqu'un qui n'a pas encore fait une expérience politique. Appelons chat, chat et chien, chien. On se retrouve à la veille des élections générales de 2026. Des élections qui vont, d'une manière ou d'une autre, permettre à Patrice Talon
de continuer par conquérir le pouvoir ou de le perdre définitivement. Alors, vous pensez un instant qu'un chef de l'État, que c'est des néophytes qu'il faut un chef d'État qui est travaillé à des réformes, quand vous prenez ne serait-ce que les réformes du système partisan, je ne prends que ça. Vous pensez que même au niveau des acteurs politiques, ils sont contents de ces réformes-là? Et vous voulez que, en voulant nommer des ministres conseillers, que le chef de l'État aille chercher des néophytes? Il ne va que chercher des gens chevronnés, comme le disait Sergio Lucas. Des personnalités qui, effectivement, maîtrisent la classe politique. Parce que c'est le moment maintenant de renouer avec ce qu'on appelle les deals politiques. Donc, vous réglez la question des jeunes ainsi. La question des jeunes, elle est réglée. La place n'est pas faite pour des jeunes qui n'ont pas fait des expériences politiques. On n'est pas pour ce jeudi. Pour faire l'expérience politique, on n'a pas besoin d'occuper des postes politiques. Vous savez, lui-même, il a su bien le dire tout à l'heure. Il suffit de rester. Mais ici, ce dont il s'agit, il a su bien. Vous le savez, c'est une mission politique. C'est une mission politique. Une mission politique. Il a su bien le dire. A-t-on besoin d'occuper un poste a-t-on besoin d'être député ou occuper un poste au sein de l'administration avant d'avoir une expérience politique? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir... Et quand on est dans un parti... Comment s'acquiert alors l'expérience politique? Écoutez, quand on est dans un parti politique, c'est quoi le rôle des partis politiques? C'est de l'animation de la vie politique et la conquête du pouvoir. Pour animer la vie politique, a-t-on besoin d'être... Il y a l'ambassadeur Moïse Korekou qui a dit qu'il n'est pas d'accord pour cette définition. Ça, c'est un autre débat. C'est lui. Dites-moi... Ça ne vous pose pas la question de savoir pourquoi Patrice Talon, depuis 2016, n'a pas nommé des ministres conseillers? Et c'est pratiquement à quelques mois. Maintenant. À quelques mois de la fin. Vous me rassurez que la mission sera assurée, les défis seront relevés? Les défis seront relevés parce que les personnalités personnalités qui ont été identifiées sont des personnalités qui connaissent mieux la classe politique de notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Et par conséquent, écoutez, moi, ce que je pour les questions, pour les questions de deal politique et tout ce qui aurait eu rapport aux stratégies à développer sur le terrain pour convaincre les populations, ces personnalités-là méritent pleinement leur place. Moi, ça ne me pose pas du tout de problème quand je regarde le profil de ces figures-là. Et je me dis, 2026, les élections présidentielles, je précise bien, les élections présidentielles de 2026 viennent d'être jouées avec cette carte de la nomination des 12 ministres conseillers de la République. Ajouté à la désignation des conseillers du Conseil économique et social. Et si vous faites cette analyse-là, ça voudrait dire que vous voyez loin. En tout cas, moi, le chef de l'État, il a dit qu'il laisse le soin au parti politique, soutenant ses actions, de lui dégager des personnalités qu'il va choisir pour les nommer comme ministre conseiller. Moi, je n'accuse pas le chef de l'État. Je me dis, c'est les personnalités qu'on lui a proposées qu'il a nommées. Et ce que je dis, ça concerne les partis politiques. J'ai compris que les partis politiques ne sont pas prêts à faire la promotion de la jeunesse. Pourquoi je le dis? Si je le dis, c'est qu'au sein des partis politiques, je ne veux pas citer de nom, je connais, il y a des jeunes et qui vont faire mieux et même plus que certains qui sont sur la liste. Je ne vais pas donner de nom. C'est pour dire quoi? Ce que je dis, ça va au-delà de ministre conseiller. C'est de faire la promotion des jeunes au sein des partis politiques. Autrement dit, vous auriez voulu que les patrons du parti politique, les chefs du parti politique s'éclissent et laisser de place. Pourquoi pas? Vous avez vu combien de jeunes prendre la parole sur des questions d'intérêt national? Écoutez. Non, dites-nous la vérité. Combien de jeunes avez-vous? Donnez-nous juste sur ce plateau un seul exemple. Je ne veux pas donner des exemples. Moi, je vous ai donné des résultats. Nous sommes tous au Bénin. Il y a des jeunes. Donnez juste un seul exemple. Dans l'Union progressive, le renouveau, dans le Bloc républicain, dans Moël Bénin, il y a des jeunes compétents qui peuvent faire le job. Je continue de le dire. Mais vous aviez donné tout à l'heure l'exemple de ces jeunes-là qui se retrouvent derrière les barreaux. Vous-même avez donné ces exemples. J'ai dit, le chef de l'État a fait confiance à des jeunes qui se sont retrouvés là-bas. Je n'ai pas dit que les partis politiques ont fait confiance à la jeunesse. Je ne peux pas vous laisser partir. Mais si le chef de l'État, lui, il a le courage de permettez-moi de vous poser la dernière question avant de conclure cette émission. Hugues Hector Zogo, que pensez-vous que l'opposition dira donc de cette nomination? Nous avons une opposition qui n'est pas sérieuse. D'abord,
Et donc, par conséquent, elle sait à la date d'aujourd'hui qu'elle ne pourra pas gagner les élections face à Patrice Talon en 2026. On vous dira autre chose. Vous le dites clairement. Moi, je vais vous le dire clairement. Vous ne savez pas les stratégies moi, je n'ai pas. De quelle stratégie parlez-vous? Une opposition qui n'est pas fière de sa posture en tant que parti d'opposition. C'est cette opposition-là qui veut gagner les élections en 2026. Encore donc, que vous déclarez déjà les élections perdues pour l'opposition. C'est une élection perdue. Quand vous les regardez, même quand mon vis-à-vis dit qu'il faut confier les postes aux jeunes, vous avez pris le Conseil économique et social, vous avez vu les acteurs que l'opposition a envoyés au Conseil économique et social. Des gens qui se sont retrouvés en tant que directeur général, secrétaire général de Boliaï, qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du Conseil économique et social. Écoutez, qu'est-ce que vous reprochez finalement à la mouvance? Ce que je dis, ce n'est pas un reproche. Je ne reproche pas les choses à la mouvance. Je reproche des choses aux partis politiques dans l'ensemble. Pourquoi c'est des gens comme Azatassou, professeur Azatassou, ministre de la Santé, qui se retrouvent au Conseil économique et social? Écoutez, ce que je dis, vous dites qu'il faut désigner les jeunes. Ce que je dis, ça concerne les partis politiques dans leur ensemble, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition pense que la jeunesse n'est pas en mesure aujourd'hui d'assumer la mission, ce n'est pas à la mouvance que vous allez le demander. Encore que la mouvance s'est retrouvée pendant pratiquement 10 ans à faire des réformes politiques. Ce que je dis, vous savez très bien que je ne parle pas pour maintenant, pas pour l'avenir. Je parle de tous les partis politiques. Je ne suis pas un opposant. Je ne suis dans aucune chapelle politique. Alors répondez à ma question. Que pensez-vous alors que l'opposition dira de cette nomination? Écoutez, l'opposition va rester dans son rôle. L'opposition va estimer que c'est un aveu d'échec pour le chef de l'État. L'opposition va estimer que ça ne concerne pas tout le peuple, parce qu'on aurait souhaité qu'un ministre conseiller soit quand même désigné dans tous les partis politiques, parce que c'est créateur de droit. C'est ce que le chef de l'État fait. Est-ce que nous avons formé un gouvernement de cohésion ou de consensus? Écoutez, vous êtes au gouvernement, vous avez formé un gouvernement, vous êtes le président de la République. Non, mais je vous pose la question. Vous êtes au gouvernement. Je vous pose la question. Puisque vous souhaitez qu'on fasse, qu'on nomme les conseillers comme si on avait un gouvernement de consensus. Vous m'aviez fait une question, je suis en train de dire ce que les opposants ont pensé. Et ils ont dit que c'est un aveu d'échec et que c'est créateur de droit. Je ne dis pas que j'approuve. Mais vous n'êtes pas avec les opposants. Non, je ne suis pas avec eux. Vous portez leur voix. On m'a dit qu'est-ce que je pense de ce que les opposants ont dit. Et je rappelle ce qu'ils ont dit pour pouvoir faire mon commentaire. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils pourraient dire. Ils n'ont rien dit encore. Ils ont dit ça. Il y a un député qui a affirmé ça avant même que le chef de l'État ne nomme le conseil. Je voulais parler de ça pour faire mon commentaire. Je ne dis pas que je suis en train de répondre. Votre mot de la fin. Votre mot de la fin, Hugues Hector Dogo. En quelques secondes, il est l'heure. Écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. Vous ne pourrez plus finir puisqu'il est l'heure. Vous savez qu'à la télévision, c'est l'heure. Aujourd'hui, vous n'avez pas été équitable. En fait, vous n'avez pas été équitable. C'est nos locaux sous la télévision, c'est l'heure. Je ne refuse pas, mais soyez juste. Je suis d'accord. Vous reviendrez le dire la semaine prochaine. Je vous le permets. Votre mot de la fin, alors, c'est Gino. Si cette fois-ci, vous n'avez pas... C'est Gino, votre mot de la fin. Ce que moi j'ai à dire pour conclure, c'est que quoi? C'est que je demande aux partis politiques, dans leur ensemble, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, de faire confiance aux jeunes, de faire la promotion des jeunes. Parce que, pour qu'ils se retrouvent en prison après. Les vieux briscards que nous avons là ne vont pas rester là éternellement, mais il faut former des jeunes. Et la preuve, c'est de les mettre au devant de la scène pour voir un peu ce qu'ils vont faire. Mais ils se retrouvent en prison, vous l'avez dit. Écoutez, les vieux également se retrouvent en prison. Il y a des vieux qui sont en prison, qui ont mal géré, qui ont mal gouverné et qui sont en prison. Et là, même ceux qui sont cités dans les affaires sous le président de la République, il y a des vieux dedans. Ce ne sont pas que des jeunes, c'est ce que je vous dis. Mais il faut faire confiance à la jeunesse. Nous sommes la relève de demain. Et il n'y a pas de génération spontanée. Donc les vieux vont gérer. C'est quand ils vont mourir que que la jeunesse va prendre la place. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut mettre les jeunes. Non, je ne suis pas fâché. Non, ce n'est pas de la fureur. Je ne suis pas fâché. Mais ce que je dis, quand vous les écoutez dans leur discours, ils sont là et vous allez entendre la jeunesse, c'est le fer de lance de la société. Ce fer, la lance là qui tue un gibier qu'on ne voit jamais. La jeunesse, c'est le fer de lance de la société. Merci. Mais là, on veut que la jeunesse puisse faire ses preuves également. Ce n'est pas parce que certains sont en prison que tout le monde va mal gérer. Non, c'est faux. On vous a compris, merci Seydou. C'est moi. En 30 secondes. En 30 secondes, je dirais que les jeunes, s'ils veulent occuper des postes de responsabilité, cessent donc de constituer des acteurs relais au niveau des plateformes numériques WhatsApp. Vous êtes là. Je ne sais pas si c'est le mot approprié. Écoutez, ils ne sont pas tous sur les groupes WhatsApp. Je suis en train de conclure, il est encore en train de prendre la parole. Ils ne sont pas tous sur les groupes WhatsApp.
S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Écoutez, il y a des techniciens qui ne sont pas dans les groupes WhatsApp, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais il y a des clés. Merci Hugues Zogo, merci d'être venu dans ce studio. Merci. Merci. Oui, il a dit que je n'ai pas été équitable. Il a dit que je n'ai pas été équitable. Donc, tous les jeunes compétents là ne sont pas sur les réseaux sociaux, n'écrivent pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On vous a compris, il y a une certaine jeunesse formée par les partis politiques qui jouent ce rôle-là et nous savons tous. Nous savons tous. Merci Hugues Zogo, merci Ouba, merci Hugues Zogo, merci à vous Sergio Lokossou. Et il est l'heure, vous voyez, voilà, on va nous arracher la tête d'ailleurs. Merci à la réalisation, Boris Adanro alias Dr Boris. Merci à tous les preneurs de son, Gérard et Emmanuel. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et c'était un plateau chaud. Voilà, on va continuer off. Et puis, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Sergio, j'espère que vous nous promettez de revenir ici. Si vous me promettez de poser devant les téléspectateurs de gérer équitablement. Puisque vous estimez que je ne l'ai pas fait, les téléspectateurs estiment que je l'ai fait. Bonne suite de nos programmes et à très vite.